Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On a pris un petit peu de retard avec Marc Lavoine, vous me le pardonnerez, mais nous débattrons quand même. Oui, non, ne soyez pas jaloux. Si, on va être jaloux. Mehdi Très jaloux. est là, analyste politique. Bonjour, Rani Valérie. Slimane, vous êtes militant, quartier populaire à Montpellier. Bonjour, Valérie. Et cofondateur de l'association Force Populaire. Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Et Rémi Cardon, bonjour, bienvenue. Sénateur de la Somme et porte-parole du PS. Taxer les retraités les plus aisés, la proposition qui ne passe pas. On l'a évoqué déjà hier, mais visiblement, si c'était un ballon d'essai, je pense que le ballon fait un peu pchit, mais on va en reparler. Emmanuel Macron réfléchit à un référendum, le texte sur la fin de vie, Bruno Retailleau qui veut toucher à l'AME, bref, beaucoup de sujets avec vous. Évidemment, on n'aura pas le temps de tout faire, mais on va essayer. Rani, on va commencer avec vous. C'est un coup de projecteur sur ce qui vous est arrivé. Oui, il se trouve que j'ai levé la main pour participer au débat qui s'annonce pour les municipales de ma ville de Montpellier, en voulant participer dans le cadre du mouvement politique de la France Insoumise. Et j'ai reçu des tonneaux et des flots d'insultes racistes assez violents, à tel point que j'ai pris la décision d'aller porter plainte. Et d'ailleurs, j'encourage tous les gens qui sont victimes d'insultes racistes, discriminantes, quelles que soient. Sur les réseaux, principalement, Facebook sur et X, X en particulier. Ouais. Et vous êtes toujours sur X? Oui, alors elle s'est posé la question de est-ce qu'on quitte X ou pas, et je pense qu'il faut lutter pied à pied tant qu'il restera des gens. Mais au-delà de mon cas personnel, c'est surtout, j'avais deux choses à dire. C'est premièrement à tout le monde. Les statistiques sont sous-évaluées. Il faut porter plainte, c'est hyper important. Et la deuxième chose, parce qu'il faut une solution, parce que c'est bien beau de se plaindre, il faut porter une solution. Et il faut mettre fin à une règle de solfège qui s'applique en politique, qui est qu'une blanche vaut deux noirs. Et j'ai l'impression et c'est pas qu'une impression, il y a des études qui le prouvent, que la sous-représentation de la diversité de notre pays se ressent notamment dans les assemblées comme les assemblées municipales ou l'Assemblée nationale. Et il faut absolument que les partis politiques prennent conscience que le fait que l'élite politique ne représente pas le peuple, est un problème de cohésion nationale, et deuxièmement, c'est à eux de prendre ce lead et de faire en sorte que des gens qui ressemblent au pays soient élus. Et il ne s'agit pas de faire des quotas. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est... Moi, je suis contre les quotas. J'étais contre aussi. Tout à fait. Mais je suis complètement contre parce que j'ai été discriminé non pas ce que j'ai dit, mais parce que je suis. Et donc, je ne vais pas demander à ce qu'on m'impose parce que je suis et pas parce que je fais. Mais qu'est-ce que l'on fait ? C'est tout simplement de faire en sorte que, et il y en a dans du personnel politique, là je parle de la politique, mais ça peut être dans d'autres secteurs, que à compétence égale, voire à compétence supérieure, on ne soit pas discriminé. Or, on sait très bien que dans les partis politiques, et que dans toutes les structures d'organisation de la société, c'est le cas. Moi, je suis content que dans mon parti, il y ait une volonté de faire mieux, comme dirait l'autre. Ça se ressent, d'ailleurs c'est fortement critiqué, mais si on veut mettre fin parce qu'on dit qu'il y a du communautarisme, mais moi j'ai l'impression qu'on l'entretient. Donc si on veut mettre fin à ça, il faut vraiment que tout le monde ait sa place en termes de représentation politique. Et j'invite tous les partis politiques, parce que j'ai une annonce à faire. Les Arabes et les Noirs de ce pays ne sont pas tous de gauche. Vous en avez à droite, vous en avez à l'extrême droite, vous en avez au centre. Et il y a une députée, d'ailleurs, je crois, ciotiste, qui est d'origine maghrébine et qui n'a pas forcément envie de se faire, d'ailleurs, définir par son origine. Et donc, du coup, en fait, c'est à tous les partis que je m'adresse, et pas seulement aux partis qui ont l'habitude, en tout cas, de porter ces combats. Il faut qu'ils fassent cet effort. Il en va pas c'est pas pour une question de morale. C'est une question d'efficacité et de cohésion nationale. Oui, une réaction ? Pour ce qui est des attaques racistes, je suis d'accord, il faut systématiser à chaque fois pour moi, il faut judiciariser à chaque fois. Il ne faut jamais laisser passer une insulte raciste ou un propos qui peut être discriminant. Là-dessus, absolument tout mon soutien. Sur le reste, je peux comprendre, étant moi-même d'origine maghrébine, je peux comprendre la logique du... il faut qu'on soit plus représenté. Mais pour moi, c'est toujours une question de compétence et de qualification. Je ne veux surtout pas lier ça à la supposée identité ou le fantasme qu'on peut faire d'une personne. Quand vous dites qu'il n'y a pas que les Arabes, les Arabes, Arabes, en plus Arabes. Oui, j'ai utilisé le vocable. Mais ils ne sont pas de gauche. Moi, je suis libéral, je me reconnais dans absolument aucun parti politique français. Je veux pas parce que je suis supposé être ce que je suis ou ce qu'on pense de moi, qu'on m'attribue un parti politique. Je veux surtout pas ça. Ça, pour moi, au fond, c'est presque du racialisme. Donc, je me refuse à toutes ces idées-là. C'est quelque chose que je combats profondément.
Et la seule chose que je peux ajouter, c'est tout mon soutien pour ça pose la question principalement, je pense, évidemment de ces plaintes, mais de ces attaques racistes, mais la levée de l'anonymat sur X aussi. C'est essentiel, non? La plupart des gens qui vous insultent sont anonymes, j'imagine. Mais c'est incroyable, parce qu'évidemment qu'il y en a beaucoup qui sont anonymes, mais la libération est telle qu'il y a des gens qui l'ont fait avec leur tête et leur nom. Ça veut dire que c'est même plus un sujet maintenant, ça devient une parole libérée. Moi, je partage complètement l'idée que dans les rues digitales, il faut appliquer les mêmes approches qu'on a dans la rue physique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous insulterait dans la rue physique, il aurait tout de suite une possibilité d'être contraint par la justice, condamné, ainsi de suite. Donc la rue digitale et les rues digitales, puisqu'on a plusieurs, elles doivent être soumises aux mêmes règles de contrôle. Moi, je suis pas pour l'interdiction, la fermeture, et je déconseillerais dans le cas présent, je le disais tout à l'heure en antenne, de sortir de cet endroit. Quand on fait de la politique, on est au cœur de la cité. Et au cœur de la cité, aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a une dimension digitale et sociale. Et malheureusement, oui, on est un peu colonisé, voire très colonisé par des instruments qui viennent d'ailleurs, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois. Qu'est-ce qu'on a fait nous? Où sont nos licornes? Où sont les gens? Que ça soit au niveau français, au niveau européen, on peut se poser la question. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Et donc, on ne doit pas quitter ces espaces parce qu'à un moment donné, quelqu'un a repris la propriété, change, une partie de l'anglage de l'algorithme, mais comme auparavant, rappelons-nous qu'un président des États-Unis avait été sorti par Jack Dorsey de l'autre côté. Donc, ces débats m'apparaissent un peu confus. Par contre, pour le débat public, pour organiser et faire participer au cœur de cette rue digitale des gens qui ne sont que là-dessus, jeunes, moins jeunes, peu importe, il faut y aller, il faut au contraire occuper ces espaces et se confronter. Maintenant, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Et pour finir là-dessus, je pense que oui, il faut au contraire se donner les moyens, se donner les moyens de jouer cette bataille de l'information sur ce terrain-là et cette bataille narrative et de la conversation politique là-dessus. Alors, on doit marquer une pause parce que c'est l'heure du rappel des titres. Rémi Cardon, je vous donne la parole sur le sujet dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Mehdi Raïch, analyste politique, Rani Slimane, militant quartier populaire à Montpellier et cofondateur de l'association Force Populaire, Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, et Rémi Cardon, sénateur de la Somme et porte-parole du PS. On va parler de ce ballon d'essai, on va dire, taxer les retraités les plus aisés. C'est une proposition qui fait évidemment beaucoup réagir. Emmanuel Macron qui réfléchit à un référendum, la fin de vie avec François Bayrou qui veut scinder le texte en deux. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Rémi Cardon, peut-être une réaction sur ce que disait Rani Slimane, c'est-à-dire il a été invectivé, insulté sur X, sur les réseaux, et puis sur la représentation également dans les instances politiques d'autres populations que celles traditionnelles, comme on va dire, pour pas... Oui, c'est ça, qui est plus de représentation de la société. Sur quel sujet vous voulez réagir dans tout ça? Dans son ensemble, déjà, total soutien. Je pense que ça fait partie de nos combats politique, de lutter contre le racisme, lutter aussi sur qu'il y ait une parité sociale et de diversité qui soit le plus représentatif de la société française. C'est un peu un enjeu majeur quand on s'engage en politique. Et puis, bien évidemment, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les plateformes pour à la fois les modérer. Ouais. Il y a des outils comme Pharos pour faire des signalements. Il y a des mains courantes qui peuvent être ouvertes. Enfin, en tout cas, il y a une procédure judiciaire qui existe, mais encore faut-il peut-être ajuster quelques éléments sur la loi, parce qu'en fait, en réalité, on est encore dans une période où il y a tellement de contenu diffamatoire, d'insultes. C'est tellement massif que la question quand même de l'identité numérique peut aussi revenir dans le débat public pour aussi rappeler à toutes celles et ceux qui se lancent dans ce genre de méthode avec des comptes anonymes ou autres, ils fassent attention aussi quand même, parce qu'au bout d'un moment c'est trop facile de se cacher derrière son ordinateur. Il faut aussi, je pense, réguler. Donc j'espère que ça viendra dans le débat public, parce que en fait le message qu'il faut envoyer aux plateformes, c'est que les États membres de l'Union européenne se mettent d'accord sur une identité numérique sur le continent européen. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, et on a eu déjà des débats là-dessus sur des textes en la matière, mais en réalité il va falloir, je pense, essayer d'avoir un avis commun, et bien évidemment il n'y a pas 40 solutions.
la question de l'identité numérique, ça fait partie des solutions. La question aussi de sanctions plus ferme et plus rapide, parce qu'en fait il y a aussi ce que j'échange avec le procureur de la République en particulier, notamment sur les élus, c'est qu'en fait il y a un temps de latence, c'est plus facile effectivement de porter plainte si quelqu'un te croise dans la rue et t'insulte, parce qu'on n'est pas là sur la même le même registre en termes de loi, et donc du coup c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a un travail parlementaire à mener, et c'est un peu ce que les élus attendent, et également d'ailleurs les citoyens français. Il faut rappeler qu'il y a seulement 4% des gens qui sont victimes d'insultes racistes ou discriminantes qui portent plainte. Donc il faut vraiment ne pas hésiter. Il n'y a que 4%. Les chiffres qu'on a en France sont sous-évalués. Et puis il faut dire aussi qu'on n'est qu'au début de dispositifs qu'on voit par ailleurs dans d'autres pays qui sont liés à l'idée que quand vous avez un opposant politique, un opposant économique, peu importe, médiatique, les pratiques qui sont utilisées sont des pratiques, vous avez des sortes de nuées qui viennent systématiquement environner il pourrait le faire dans la rue, encore une fois je vous le redis, au moment où vous parlez, on vient crier plus fort que vous autour de vous, et on vous met une pression. Alors c'est pas forcément de l'insulte raciste, ça peut être sexiste, ça peut être simplement tu racontes n'importe quoi, ça peut être... mais en tout cas ces stratégies-là vont exister de plus en plus, donc il faut, je le redis, faire attention. Il faut que la loi, effectivement, dans nos espaces à nous, on est certes colonisé, mais comme quand nous on a été colonisateurs, à un moment on s'est fait sortir aussi par moment, ou en tout cas il y a eu des résistances à ça, et donc on peut résister à cet univers, notamment dans notre espace commun qui est celui de l'Union européenne, qui a le DSA, qui peut déjà commencer à permettre de réagir. C'est un règlement qui permet effectivement de lutter contre ces dérives de comportement et de contenu, mais je le redis, plus que le contenu, c'est les comportements qu'il faut anticiper. Vous allez avoir de plus en plus, il faut se préparer, vous allez être candidat au municipal, vous aurez, pas forcément cette fois-ci, mais vous aurez peut-être la prochaine fois où vous irez, encore davantage ces pratiques, parce qu'on les connaît ailleurs, on les utilise ailleurs, malheureusement, pour là aussi fabriquer, tenter de fabriquer l'opinion, tenter de fabriquer un avantage de marché, tenter de défaire une réputation ou la favoriser. C'est quelque chose qui aujourd'hui est possible dans ces espaces digitaux et sociaux. Ils sont multiples. Il faut donc que la loi, que la justice, mais aussi que la police, il y a une police de la rue digitale qui doit exister, c'est très important, et ça ne dépend pas des plateformes, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Puisqu'on parle de... deux petits points. Le premier, c'est que il y a une petite forme d'hypocrisie. Je suis d'accord avec la grande majorité de ce que vous avez dit, mais sur l'effet de meute, dire que c'est autant une arme en fait, c'est autant quelque chose qu'on subit qu'une arme qui peut être utilisée. Bien sûr. Il y a une grosse hypocrisie sur ça, notamment sur ça. Je ne vais pas citer de personnalité politique, mais certains le font volontairement en retweetant des personnes en se disant la meute de personnes qui me suit, je sais très bien qu'ils vont aller commenter en dessous, et là, ça peut arriver des dérives, que ce soit à droite comme à gauche. Là-dessus, il y a quelque chose. Non, mais c'est un vrai débat politique offensif et défensif. Voilà. Et le dernier point, c'est que quelque part, c'est pas que je trouve ça rassurant. C'est pas véritablement le mot, mais je l'avais déjà dit ici, mais une fois, la liberté d'expression, pour moi, c'est avant tout le droit de passer pour un con. Et donc que des gens le disent ouvertement, même aller jusqu'à l'insulte raciste, justement, il faut judiciariser la chose par la suite. Mais le fait que des personnes ne se cachent pas, moi, quelque part, ça me rassure. Dire que je sais qui ils sont et je sais où je peux les trouver. C'est la question, je veux pas de discours cachés ou de discours un peu dog whistle. Je dis des choses, mais je ne veux pas véritablement les assumer. Le fait que ces personnes le disent, quelque part, je me dis, au moins, je peux les trouver et je peux judiciariser la chose. Je peux me défendre. On parlait de justice, juste une information que j'ai vu passer. Un homme qui avait été condamné pour un viol sur sa nièce de 13 ans a été relaxé, puisque il a été condamné, il avait fait appel et son procès n'a pas été refixé. Donc il a demandé à être libéré et il a été remis en liberté au début du mois sans contrôle judiciaire. Comme il est d'origine malienne, le procureur général dit il peut repartir dans son pays. Il peut repartir sans être inquiété. Ça arrive effectivement, mais c'est quand même assez dramatique. C'est les manques de moyens de la justice. Oui, c'est ça. C'est les manques de... Ça fait des années que les magistrats pointent le fait que le budget de la justice est sous-doté. Et à un moment, il va falloir faire des choix. Est-ce qu'on renforce l'État ou est-ce qu'on continue à l'affaibir au niveau budgetaire? Et ça, c'est la grande question qui anime actuellement en ce moment. En tout cas, une partie de l'État. Alors, on continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Christophe, c'est un... Oui, c'est un peu l'État aussi, ses difficultés. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui sort, je vais pas faire la promo du livre de Monsieur Lhomme, mais
et son acolyte Davé, qui sont quand même des enquêteurs qui très souvent pointent le doigt sur un certain nombre de non pas de dérives, mais en tout cas d'enjeux importants. Et ça m'a remis, si vous voulez, dans quelque chose que, évidemment, les actualités s'enchaînant les unes les autres. On a un peu oublié, effectivement, de faire un point concret sur ce qui s'était passé pendant le Covid, et notamment, finalement, la mise en lumière de dysfonctionnements préalables à la pandémie. Et puis ensuite, ce qui, moi, m'interpelle, c'est-à-dire, est-ce qu'on a tiré toutes les leçons? Alors, je me dis qu'on n'a pas forcément tiré toutes les leçons aujourd'hui. C'est un peu le coup de gueule, parce que quand on sait que très en amont de l'épidémie, 2018-2019, les mêmes gouvernants qu'on a eu d'ailleurs pendant 2020, qui ont commencé en tout cas à traiter de l'épidémie, je pense notamment au Premier ministre de l'époque, au ministre de la Santé, on avait été informés non pas de ce qui se passait en Chine, même si ça s'est avéré aussi par ailleurs dans d'autres documentations. Il y avait par exemple le manque de masques, il y avait l'idée qu'on avait organisé des manières de réagir et ainsi de suite, et tout ça a été non pas ignoré, simplement déplacé dans une espèce de cave, si vous voulez, de l'information du ministère de la Santé, des premiers ministres, des administrations, alors que une partie de la fonction publique avait fait son travail et avait préparé le terrain. Et donc, par exemple, ne serait-ce que sur les masques, on savait depuis très longtemps que quel que soit, pas pour cette taille de pandémie, mais pour une épidémie qui serait différente, on n'était pas équipé, pas les Français, mais les services de santé, les services sociaux, l'administration, ainsi de suite. Eh bien, on n'avait rien fait. Et je me dis, si vous voulez, que j'ai l'impression et j'ai le sentiment, je pense que je me trompe pas, que de cet épisode-là, qui en fait suite à un épisode qui était celui de la non-écoute, et ben, du traitement de la pandémie, on n'a rien retenu non plus. Et je serais persuadé, quand je vois ce qui se passe au cœur de l'hôpital aujourd'hui, dans les services de santé en général, et ben, qu'on n'a rien appris et qu'on continue de rien apprendre. Et j'en fais appel aux parlementaires pour qu'ils saisissent ce sujet, non pas pour revenir en arrière et pour accuser qui que ce soit, mais pour dire comment on fait aujourd'hui pour éviter d'oublier ce qu'on avait essayé d'apprendre. Voilà, exactement. Ouais, parce qu'on voit qu'aujourd'hui les hôpitaux, les urgences sont saturés, qu'on ne fait pas face à la grippe, Rémi Cardon, est-ce qu'on a tiré des enseignements du Covid? Eh ben non, pas suffisamment. Tout ce qu'on a su faire à la rigueur sur le moment, c'est de peut-être relancer des entreprises pour fabriquer des masques. Bon, ok, très bien. Mais en réalité, moi, ce que je vois, et malheureusement, j'ai fréquenté un centre hospitalier pour accompagner un proche qui avait des gros ennuis, et j'ai vu de mes propres yeux pendant quelques heures la tension qu'il y a dans nos hôpitaux en France. La tension, parce que... c'est plus que tension. Non, mais quand je dis tension, c'est-à-dire les gens ont peu de temps de discuter, même les médecins, des fois il y en a un pour tout un bâtiment, c'est délirant. Ouais. Du coup, vous vous mettez à la place des familles qui attendent un diagnostic d'un médecin, le médecin lui dit, mais désolé, j'ai pas le temps. Ouais. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, et de toutes les familles. Hein. Oui, bien sûr, toutes les familles. Bien sûr, tout le monde a une expérience comme ça avec l'hôpital. Mais c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que plus que dommage, c'est ce qui est c'est dramatique. Bien sûr, c'est dramatique. Moi, j'étais sur le piquet de grève du personnel hospitalier du CHU de Montpellier, à qui on a apporté notre soutien. D'ailleurs, je viens leur rendre hommage parce qu'ils font quand même un travail tous les jours. Moi, je suis bien placé pour le savoir, ma maman et l'ensemble, une grande partie de ma famille travaille à l'hôpital, donc je connais très bien un peu le sujet, et ce que ça produit d'ailleurs sur ces travailleurs et travailleuses qui vraiment prennent sur eux la fatigue, la maladie, la peine des gens. Bon, c'est des grands professionnels, mais ça affecte, et je peux le voir moi sur ma propre famille. Mais surtout, je les voyais, ils avaient des revendications claires, et ils nous parlaient de l'état, ne serait-ce que du bâti du CHU de Montpellier, où les conditions de travail sont juste impossibles. Ou alors le fait aussi, il y a un grand problème, c'est le problème de la médecine de ville. Ouais. Ah, bien sûr. Les médicaux se répercutent sur les hôpitaux derrière. Et il y en a un vrai problème aussi de l'accroissement de l'activité des cliniques qui récupèrent les malades les plus rentables, tout ce qui est tout ce qui a à voir avec des gens qui ont plusieurs pathologies, polypathologies, tout ça. Oui, parce qu'on ne peut pas les traiter à l'hôpital. Voilà, on les envoie à l'hôpital. Donc en fait, il y a une accaparement de la richesse. C'est fou, on produit de la richesse quand même sur un truc qu'on n'est pas censé le faire. Alors, et c'est problématique. Il faut qu'on marque une pause. Oui. Et les prisons. Moi, j'ai vu un reportage l'autre jour sur la prison dans laquelle se trouve Pierre Palmade, prison de Draguignan. C'est pas digne d'un pays développé. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Je rappelle que la santé est ce qui arrive en tête des préoccupations des Français dans nos sondages IFOP fiducial pour Sud Radio. Et Marie nous dit oui, on n'a plus de médecins traitants, ils sont tous centralisés en bloc, etc. Enfin, à les trouver, mais partout, il y a des départements entiers, je ne sais pas comment c'est dans la Somme, des départements entiers où vous n'avez plus de spécialistes. Bien sûr, nous, il y a des déserts médicaux. Ouais. Alors, en plus, il faut faire attention parce que nous, quand j'ai la présentation de l'ARS, on nous montre des statistiques. Mais quand vous regardez, je dis non, moi je ne vais pas voir de statistiques parce que le CHU pompe énormément de spécialistes et vient couvrir, entre guillemets, la carte de la Somme. Mais quand on regarde la carte de la Somme, il y a des trous dans la raquette. Notamment des remplacements qui ne sont pas faits ou encore des départs en retraite qui ne sont pas remplacés. Mais dans les grandes villes, il y a des déserts médicaux. C'est ça qui inclut. Il y a des quartiers. Dans mon quartier populaire où je vis, Paris, on est proche du désert médical. Et Paris même, oui. Paris, capitale de la France. Donc bon. Rémi, vous aviez un coup de gueule. Oui, un coup de gueule. C'est déjà, premièrement, un coup de gueule sur les coups de rabot. On a des amendements qui viennent lancer les missions. C'est des missions, vous savez, c'est les ministères où il y a tous les budgets qui sont votés en ce moment au Sénat, notamment sur la partie dépenses. Et donc là, si vous voulez, mes bras m'en tombent. C'est-à-dire que la mission transition écologique, moins 575 millions d'euros. S'ajoute à ça des choses, bien sûr, des politiques publiques sur l'automobile et en particulier la voiture électrique et sur les énergies renouvelables. Donc ça fait en tout quasiment 1 milliard. Donc voilà, moi tout ce que je vois, c'est qu'il y a eu des phénomènes, des catastrophes naturelles à Mayotte, dans le Pas-de-Calais il n'y a pas si longtemps que ça, sur des inondations, enfin bref, il y en a beaucoup. Et en même temps, j'emploie ce mot-là, et en même temps, on baisse les politiques publiques sur l'écologie. Donc moi, j'en ai un peu marre, c'est-à-dire que à quel moment on va se poser les bonnes questions aujourd'hui et comment on va travailler l'efficacité. Et l'efficacité, c'est d'éviter la fin du monde. Oui, il y a la fin du mois et la fin du monde. De notre monde. Mais dans quelle mesure, alors je vous pose la question, vous qui semblez être un écologiste convaincu, déterminé, mais c'est dans quelle mesure la France doit prendre des mesures, pèse déjà sur la pollution mondiale et dans quelle mesure la France doit prendre des mesures, je mets des guillemets extrêmes, mais des mesures draconiennes pour réduire ces émissions, ces gaz à effet de serre. Alors on fait déjà des choses. On peut se consoler si on se compare forcément aux États-Unis ou à la Chine. Forcément, on fait des choses, mais sauf que c'est justement tout ce qu'il faut pas faire. Et d'ailleurs, quand on entend Donald Trump vouloir tout raboter et supprimer d'ailleurs à la limite la construction de voitures électriques hors États-Unis, enfin moi je suis stupéfait alors que on voit les catastrophes naturelles et les catastrophes naturelles ça a un coût. Mayotte c'est 5 milliards d'euros. Voilà. Mais pour répondre, donc vaut mieux investir pour éviter des drames. Mais nous, j'aimerais bien qu'on gouverne. Vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Voilà. Mais nous, on est le colibri, la petite goutte d'eau, goutte d'eau dans le. Oui, mais si tout le monde pense comme ça, à la fin, personne n'agit. Mais il faut qu'il y ait un continent comme l'Europe qui embarque aussi. Sans parler du continent européen, on va parler de la France. Et il y a quelque chose qui est contre-intuitif quand on regarde, on prend la carte de notre planète, on voit bien que la France c'est pas le plus grand des pays. Par contre, je vous garantis qu'en termes de production ne serait-ce que notre économie, on est quand même la 7e puissance économique. On a sûr. En tout cas, c'est les chiffres qui sont donnés. Moi, je les conteste pas, mais en tout cas, on est une grande puissance économique, ça c'est sûr. Et du coup, on pollue plus que la taille et que le nombre d'habitants qu'on représente. Ça, on en est certain. Par contre, il est clair qu'il n'y a pas eu de planification. Il n'y a pas eu de stratégie nationale parce que on peut faire de l'écologie. Ça ne veut pas dire, dans ce cas-là, comme tout le temps, qu'on va faire payer les plus précaires. Moi, il y a un truc qui me fait halluciner, c'est la question notamment de la voiture électrique. Ouais. Quand vous voyez, on parle de voiture électrique. Là, nous, on nous impose la ZFE. C'est-à-dire la zone à faible émission. Vous ne pouvez pas rentrer en ville si vous avez un véhicule qui est un peu daté. C'est notamment sur la base des critères. Critère 1, critère 2, critère 3. Et le souci qui se trouve, c'est-à-dire vous pouvez avoir un SUV, un espèce de tank, qui est garé 95% du temps pour un usage dans une ville plate électrique, ou en tout cas assez propre, et vous entrez en ville. Tandis que moi, avec mon Opel Meriva essence 2020, véridique, je ne peux plus rentrer dans Montpellier. Et le problème qu'il y a, moi j'ai pas de problème avec la ZFE, le fait qu'on fasse en sorte qu'on ait un parc automobile plus propre, mais
il n'y a pas de contrainte sans solution. Moi, je ne peux plus des gens qui décrédibilisent l'écologie, parce que moi je suis écologiste, qui décrédibilisent l'écologie en faisant des contraintes et pas de solutions. Moi, la question de la ZFE, j'ai un placement qui est assez radical. Moi, je suis pour un moratoire tant que l'État, parce que les collectivités locales, elles ont plus trop de moyens, ou alors des fois certaines les utilisent mal. Tant que l'État ne remet pas, et notamment dans le budget de l'État qui doit être, j'espère, voté cette année, des aides concrètes pour que les gens puissent effectivement passer à des véhicules plus propres. Mais on ne peut pas dire aux pauvres, ok, l'effort sur l'écologie, c'est pour votre pomme, et les bourgeois, faites un peu ce que vous voulez. J'ai un... Mehdi. Sur la question écologique, je trouve que c'est un peu je trouve qu'en France, on a un peu le symptôme de ce qu'a fait Le Pen avec l'immigration. On peut parler d'immigration, mais Le Pen a amené le sujet de manière confiscatoire. C'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. Je trouve que le sujet de l'écologie, il est très mal amené, il est mal discuté. Et on n'en débat pas forcément de la bonne manière, je trouve. Non, en fait, par exemple, sur le sujet, par exemple, on parle d'Europe Écologie Les Verts. C'est très difficile d'entendre de la part des écologistes de critiquer l'industrie automobile et en même temps promouvoir la voiture électrique. Il y a quelque chose qui est illogique. C'est illogique, par exemple, d'entendre les Allemands dire on veut faire la transition écologique, on ferme les centrales nucléaires et en même temps, on ouvre des centrales à charbon. Et le débat, il est amené de manière, j'ai presque envie de dire, absurde. Et sur la voiture électrique, c'est quel type de voiture électrique? C'est ce que je disais. Parce que c'est pareil, là, ça serait caricaturé que de dire oui, en fait, les gens, ils veulent. Mais pourquoi c'est caricatural? Parce qu'on est obligé de faire des SUV électriques. Je comprends parfaitement. J'ai cette conscience-là. Je suis né en Normandie. Je peux vous expliquer. Enfin, j'ai ce rapport à la terre. J'ai ce rapport à la terre. Je le comprends parfaitement. Mais par exemple, vous disiez tout à l'heure, oui, mais on risque la fin du monde. Je suis pas sûr que de dire aux gens, vous allez tous mourir, c'est quelque chose qui va être très percutant chez eux. D'autant plus que... C'est juste, vaut mieux prévenir que guérir. Donc vaut mieux mettre des politiques publiques. Il est éculé, ça marche plus. Mais ça prend du temps. C'est des investissements, c'est des années de travail en... Mais vous changez pas le paradigme avec ça. C'est autrement qu'on change le paradigme. Mais ça serait bien qu'en France, on arrête de faire des politiques à court terme. Oui. Bah oui. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? À 20, 30 ans. Est-ce qu'on a les moyens de le faire aujourd'hui? Oui, clairement, on a les moyens. Moi, je trouve que par les qualifications, les moyens techniques, pas tous en même temps. Je veux pas vous attrister et aller dans le sens de cette fin du monde préparée, mais je préparais pour une activité professionnelle un regard de l'ensemble des communications, en tout cas des premières communications qui vont être proposées au forum de Davos, donc qui réunit, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, l'essentiel des grands acteurs économiques mondiaux, politiques, environnementaux, ONG. Et alors d'habitude, ça faisait à peu près 10 ans, 15 ans presque, une dizaine d'années qu'on avait une forte domination de tout ce qui est discours porté par la RSE, le travail sur le respect de l'environnement, des diversités, tout ce que vous pouvez avoir derrière. Et là, c'est la première fois, et c'est un changement radical, que les débats, les propositions, les communications des grands patrons qui sont là-bas, financiers, économiques, industriels, tout ce que vous voulez, qui viennent de Chine, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Europe, d'Afrique et je ne sais où, basculent dans quelque chose qui est très trumpien. Je vous assure que c'est très, très impressionnant. C'est-à-dire que quand vous avez le premier marché global, parce que c'est ça, avant d'être la première puissance, c'est le premier marché. C'est-à-dire qu'en gros, l'économie du monde est tirée par cette espèce de marché. Les Américains, ils font pas comme nous, ils ont pas 6 000 milliards de thésaurisation personnelle. Ils dépensent, ils s'endettent et ils font qu'on achète des produits là-bas, ainsi de suite. C'est pour ça que M. Trump veut protéger effectivement cette affaire. D'un autre côté, vous avez tout le monde qui suit aujourd'hui. Je vous assure que pendant 10 ans, on a eu RSE et DRI, on va dire, pour prendre les voilà. Et ESG, ce que vous voulez, pour ceux qui comprennent les acronymes, mais c'est à peu près la même chose. La réalité, c'est que aujourd'hui, ça a basculé, et je pense que tout ce qu'on est en train de se dire là, si vous voulez, au niveau français, et alors même que les gros acteurs français de l'économie, voire politique, qui s'en vont tous là-bas, notre ministre, par exemple, Clara Chapas, qui était pas, elle était là-bas parce qu'elle cherche à profiter du fait qu'elle est ministre aujourd'hui, vous voyez, tous ces gens-là qui sont là-bas, et ben ils sont en train de parler un autre langage, c'est-à-dire qu'ils sont en train de parler un langage de à la fin du monde, mais finalement, si c'est dans 150 ans, ça nous va presque, mais pour l'instant, là, on veut que ça tourne, quoi. On est plus dans la mode Zuckerberg, Musk, Bezos, qui était derrière Monsieur Trump, et on dit, allons-y, drill
drill, et on va faire du business, ainsi de suite. Je vous assure que c'est ça. Et c'est un gros changement. Et ça veut dire que la tendance aujourd'hui de gouvernance politique, publique, mais surtout malheureusement économique et corporate, elle est là-dessus. Allez, on marque une petite pause de pub et on se retrouve dans un instant et on va parler de Donald Trump avec vous, Mehdi Raïch, et de son projet Stargate. À tout de suite. Malheureusement. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on passe au coup de cœur de Mehdi. On n'aura évidemment pas le temps de traiter tous les sujets, mais c'est intéressant parce que justement, on sort un peu du ronronnement médiatique. Alors, Mehdi. Du coup, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, mais je suis sur l'élection de Donald Trump. Hier, il a annoncé le projet Stargate. Alors, ça n'a rien à voir avec la série Stargate SG1. Dommage. J'aimais bien cette série. Enfin, j'adorais même. Et du coup, il a annoncé un investissement massif de 500 milliards sur 4 ans, si je ne me trompe pas, de 4 ans, en réunissant OpenAI, donc ChatGPT, Oracle et SoftBank. Donc ça concerne l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, lui, il a compris, et pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut plutôt mettre à son crédit, il a compris que l'industrie et l'industrie technologique, c'est déjà le présent. Et c'est même le futur très très proche. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est le retard, nous, Européens et affaires français, sur ces sujets-là. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est 500 milliards. Nous, on galère à trouver 3 milliards par-ci, 1 milliard par-ça, 1 milliard par là. Lui, il dit 500 milliards, vous avez bien entendu le chiffre, 500 milliards. Pour moi, c'est une rupture civilisationnelle. On est en train d'être, c'est pas juste décroché, c'est qu'on est hors jeu. Absolument. Sur ces sujets-là. Et c'est un peu d'ailleurs ce qu'a dit Alain Madelin, il me semble, hier sur LCI, où il dit, effectivement, les 20 prochaines années, ça sera une époque de révolution. Si vous n'êtes pas investi dans l'IA et le numérique, vous êtes largué, vous allez être, pour moi, on va se faire on va tenir le tiers-mondisé, la tiers-mondisation. J'ai un problème sur ce terme. Tiers-mondisation. La tiers-mondisation technologique de l'Europe, pour moi, elle a annoncé. C'est ce que dit Rafik Smati depuis un moment. Il a publié un livre sur le sujet et hier, effectivement, il dit, pendant ce temps-là, la France et l'Europe continuent de croire que les postures moralisatrice et la régulation nous sauveront. Game over. Oui, ça. Et pour moi, en fait, on va juste devenir des clients. Et eux, en fait, vont être les producteurs de ce qui va se passer plus tard. Et c'est une situation de dépendance, pas juste économique, mais c'est une situation de dépendance qu'on aura sur les 15, 20, 30, 40 prochaines années. Et s'ils investissent massivement dans l'IA, les prochaines avancées technologiques, on ne va pas parler de Schumpeter, mais à un moment, on va forcément se faire larguer. Donc il faut qu'on anticipe. Aujourd'hui, on n'anticipe rien, on subit la situation. Et c'est très inquiétant pour l'avenir. Il y a un problème quand même dans la rhétorique, du fait que ça serait parce qu'on régule qu'on est en retard. Or, vous avez cité un auteur là qui a écrit un Rafik Smati. Voilà, Rafik Smati qui a écrit qui notamment défend cette thèse. Or, les Américains, il n'y a pas plus régulateur que les Américains. Moi, ça me fait hurler de rire d'entendre que réguler, donc à savoir protéger sa souveraineté, serait un problème, un frein à l'innovation. Essayer d'innover et de rentrer en conflit avec les intérêts des États-Unis d'Amérique, vous allez voir la régulation qui va vous tomber dessus. Donc, il y a un moment. Et si on parle de retard et de blocage, le vieux débat de que la régulation empêcherait l'innovation, moi je pense que c'est quelque chose qui nous ralentit. Il faut réguler pour protéger nos technologies parce que nous faisons en France et nous produisons des excellents ingénieurs. Et moi, je pense que... Là-dessus, il y a un problème aussi. Oui, il y a plein de problèmes. Mais la question de la régulation, en tout cas, ne freine pas l'innovation. Sur la question de la régulation, on peut avoir un débat idéologique dessus, chacun sa petite paroisse. Mais par exemple, sur les ingénieurs, pour connaître une amie à moi qui est docteur, qui aujourd'hui est à Berkeley, donc c'est pas n'importe quoi au niveau... Elle me disait, mais moi, en postdoc, en France, j'aurais gagné 1500 balles. Alors, je suis une élite. Intellectuellement, c'est une élite. Là-bas, elle fait 60 cas par an, minimum. Mais la fuite des cerveaux sur l'avancée technologique, parce que on produit bien. On produit des ils vont tous là-bas. Les gros cerveaux vont tous là-bas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve. Moi, je pense que les 500 milliards, ils font suite en plus à 1000 milliards qui ont été engagés par Joe Biden sur des sujets qui sont quasiment identiques. Donc on est dans quelque chose qui effectivement est très lié. Mais alors, je voudrais quand même dire qu'il faut de l'argent et le combo, c'est ça. Quand vous avez une place de marché comme Bruxelles ou Washington qui sont comparables et avec des zones économiques et de puissance potentielle équivalente, oui, bien sûr que la régulation, c'est un acte majeur. Le financement sans la régulation ne vaut rien. Évidemment. Parce que l'argent vous permet de l'innovation et l'innovation, il faut la
normer, parce que si vous la normez pas, la bataille des normes est plus importante en fait presque que celle de l'innovation. Ce que font les Chinois d'ailleurs, ce que font les Américains très largement, est-ce que nous on fait pas beaucoup parce qu'on n'a pas assez d'argent qui vient alimenter le moteur de l'innovation pour qu'ensuite on définisse la norme. C'est en gros, si vous définissez les règles du jeu du football, vous les contrôlez. C'est aussi simple que ça. Si le terrain au lieu de faire 100 mètres, il fait 150 mètres, c'est pas les mêmes types de joueurs, c'est pas le même type de jeu. Et c'est exactement ça qu'il s'agit. C'est que si vous voulez protéger, il faut investir, il faut mettre beaucoup d'argent et ensuite créer la norme à votre niveau. Le combat des normes aujourd'hui est au moins aussi important pour le vivre tous les jours. Je suis sûr qu'il est au moins aussi important que celui du financement. Et ça, c'est très libéral aussi, puisque les Américains se battent sur les normes. Vous avez qu'à voir sur le mobile, par exemple, aujourd'hui. C'est très important. Donc, la réalité, c'est que la norme, ils la détestent quand elle est contre la leur. Et la réalité, c'est qu'ils l'adorent quand elle est la leur. Et les Chinois, c'est exactement pareil. Donc, il faut absolument se battre sur l'idée, du marché, de l'argent, parce que l'argent, sinon, il n'y a pas moyen. Et je suis tout à fait d'accord sur cette révolution, cette rupture. Par contre, là où je suis pas d'accord avec ceux qui crient à l'apocalypse, comme Monsieur Smatis, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas perdu parce que on norme pas, mais c'est parce que on n'investit pas assez. Et ensuite, il faut normer pour protéger notre terrain de jeu. Je pense qu'on est des tout petits. Voilà, mais oui, mais on est des tout petits. Oui, regardez, on n'arrive pas à dépenser le plan vert européen. Vous savez, ça, c'est un vrai truc. L'argent qui avait été levé, il n'a pas pu aller dans les pays aujourd'hui parce que les pays n'ont pas de projet ou parce que la Commission européenne n'a pas suffisamment été vite pour le lever. Donc ça, c'est pas en contradiction avec ce qu'il dit. Il a raison dans ce qu'il dit. Non, il dit que la norme ne sert à rien, c'est faux. La norme, elle sert à protéger ensuite ce qu'on a innové. Le mot préféré de Trump, c'est Rémi Cardon. On est quand même un continent, et en particulier le pays, la France a investi quand même dans la recherche. Bon là, les crédits malheureusement, sans surprise, sont rabotés. Je vais pas vous surprendre ce matin, mais ça n'empêche que l'intelligence artificielle, il va falloir prendre le sujet sérieusement parce qu'on entend beaucoup d'inquiétudes dans la population, déjà dans un premier temps, sur le marché du travail, sur la suite des événements. Et quand ils vont regarder les gros titres, ils vont voir que Trump met 500 milliards d'euros d'investissement, ça va pas arranger les choses sur les inquiétudes des Français. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a effectivement l'investissement, il doit être européen à minima, et donc ça il faut le travailler. Il y a le sommet de l'IA là qui arrive dans j'ose espérer que début février, il y a le sommet de l'IA, qu'on apporte une résolution sur ce qu'on veut de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire reprendre la main. Expliquer aux Françaises et aux Français qu'avec l'intelligence artificielle, on peut travailler mieux pour vivre plus. Il y a un point qui me... Si c'est l'inverse, si c'est pour avoir plus de profit dans tous les sens, faire travailler les gens de plus en plus de manière démesurée et incontrôlée, alors que ça peut être une chance de revoir nos... mais le retard est trop conséquent. Pour moi, le retard est trop conséquent, mais on n'est pas obligé, par exemple, non plus un exemple factuel. De se comparer aux autres. On peut aussi porter notre IA. Un exemple factuel. Comme on fait sur le numérique, d'ailleurs. Par exemple, on parlait de Mars. En off, on parlait de Mars. Aux États-Unis, ils ont 4 lanceurs. Ils ont Blue Origin, ils ont Boeing, ils ont SpaceX, ils ont la NASA. Nous, en Europe, on en a à peine un capable d'envoyer quelqu'un dans l'espace. Et je ne sais pas si on se rend compte de l'écart technologique. Il est énorme, industriellement, mais on est même pas là. Alors qu'il y a 15 ans, il était moins grand. Mais oui, c'est ça qui est important. Faut le regarder. Et la France toute seule. Ça, pour le coup, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on parlait de la personnalité de Donald Trump. C'est pas quelqu'un que j'apprécie, j'aime pas ses idées. Mais foncièrement, il y a quelque chose qui est fascinant chez lui. On disait que c'est un deal maker, c'est-à-dire que lui, il en a rien à foutre des règles. Lui, ce qui compte, c'est les États-Unis, c'est l'isolationnisme, et je vais casser le paradigme. Je vais vous briser. S'il faut vous briser, je vous brise. Nous, c'est pas cette logique-là qu'on a. On n'est pas dans la concurrence. On est plus dans le. On va subir les faits parce que eux ont cette puissance. Et ils ont compris qu'il fallait investir dans ces sujets-là. Non mais. Mais la France aurait crédit à recréer des rapports de coopération avec des pays tiers. On parle d'un Sud global, peu importe ce qu'on pense de ce mot, mais en tout cas, il y a tout un pan de l'humanité qui a été pendant très longtemps lésé, colonisé et pillé, qui là est en train d'émerger aussi. Nous, la France, au lieu d'être les vassaux des États-Unis, d'ailleurs des vassaux non respectés, parce que le suzerain a décidé de ne pas nous respecter, on a intérêt à reprendre notre indépendance. Et là, je pense qu'on a une histoire politique, d'ailleurs, qui est transpartisane, on peut le dire comme ça, qui, normalement... une tradition française qui se veut un peu plus indépendante que le reste. Oui, les États-Unis sont nos amis et nos alliés, ça c'est la géographie qui parle. Par contre, on a des intérêts qui sont propres, c'est l'histoire, bien évidemment. Et l'histoire c'est bien, mais il y a un futur, et ce futur, pour l'instant, il est pas bon pour nous avec les Américains. Donc on a intérêt, et la présidence Macron a été une catastrophe sur ce plan-là, c'est-à-dire de reprendre pied avec tous ces pays qui sont en train de plus que d'émerger, qui sont en train de devenir des puissances. Il faut absolument.
Quand on voit l'idée, pas de cap. On partage notre plus grande frontière avec le Brésil, qui est un pays qui n'est pas un nain, et des pays comme ça, je peux en citer toute la matinée. Donc il faut absolument avoir une vision stratégique. Or, on est gouverné par des gens qui sont inféodés. Enfin, soit ils sont incompétents, soit ils sont inféodés aux États-Unis, clairement, et ils ne travaillent pas pour les intérêts de la France, ou alors c'est les deux. Ouais. Mais on a un problème. On va marquer une pause et on va parler du sujet qui fait la une aujourd'hui avec cette phrase lâchée par pas lâchée, c'était intentionnel, de la ministre du Travail qui suggère que certains retraités contribuent au financement de la protection sociale. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sur midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors on l'a un peu évoqué hier et on pensait que ça passerait, qu'il y avait eu un démenti de Matignon, mais le démenti est un peu mou après les paroles de la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet qui suggérait hier que certains retraités devraient contribuer au financement de la protection sociale. Elle dit c'était discuté en évoquant le niveau de pension. Elle disait autour de 2000, peut-être 2500 €. Donc sont des gens, des retraités les plus riches. J'ai vu que vous aviez réagi, Rémi Cardon. Choquant. Même si ça a été dit à une heure très matinale, sincèrement, enfin, excusez-moi, Alors, effectivement. Mais c'est quoi, c'est un ballon d'essai selon vous? Oui, elle a été trop confiante. Vous savez, quand vous n'avez pas de cap, vous savez pas où vous allez, vous lancez des trucs comme ça, là, un matin, allez, on va voir comment ça prend. Quand même, c'est pas elle n'est pas débutante, c'est une femme intelligente. En fait, ils savent même pas comment gérer la situation. Ils sont envoyés au casse-pipe, les ministres. Ils balancent un ballon d'essai, et puis après, derrière, Matignon a fait un démenti plus ou moins arrondi, on va dire ça comme ça, pour pas dire autre chose. Donc, moi, je trouve ça scandaleux, c'est le propos derrière. C'est-à-dire qu'ils commencent par ouvrir, faut taxer les retraités, et puis derrière, on regarde les retraités aisés de 2000 à 2500. Je demande aux retraités aisés de 2500 ou 2000 euros demain d'être en mesure de se payer un mois à l'EHPAD public, un règle public. Je vais pas aller chercher privé parce que c'est le double. Donc si vous voulez, c'est là où mes bras m'en tombent. On a des gens. En France, on n'arrête pas de taxer le travail, et on arrive même à dire maintenant qu'il faut taxer. Une fois qu'on a bien taxé le travail, on va taxer celles et ceux qui travaillent plus forcément, mais qui ont cotisé pendant des années. Mais moi, je pense qu'il faut basculer. Le débat doit se tourner vers taxer le capital pour récupérer des moyens supplémentaires pour la protection sociale. Il y a un débat, mais ce débat, je pense que et vous faites bien de le poser, c'est la question effectivement de. Annie Slimane. Moi, j'ai un problème, ne serait-ce avec les taxes, non? Mais moi, je suis pour l'impôt. Et en fait, il faut revenir aux fondamentaux. La question, c'est moins la taxe que l'impôt. Et il faut se poser la question de comment est réparti l'impôt. L'impôt, c'est tout simplement, il faut rappeler les bases, c'est la contribution de tout à chacun, et notamment de ceux qui ont le plus de moyens, notamment pour la solidarité sociale, avec ceux qui en ont moins. C'est ça, en tout cas, l'un des objectifs de l'impôt. Mais les taux sont pas les mêmes non plus en fonction des personnes. Et il y a un problème, il y a un problème que tout le monde, il y a un problème que tout le monde connaît sur sa fiche d'impôt quand il en paye un peu, c'est la question des tranches. Nous avons 5 tranches, ce qui fait que vous avez des sauts de gap, passer d'une tranche à une autre alors que vous ne gagnez pas forcément plus et du coup ça peut être très difficile pour vous. Ce qu'il faut, c'est multiplier les tranches. C'est un peu technique, mais regardez vos impôts, vous avez 5 tranches. Le but, c'est d'en avoir 10, 12 qui a tout simplement un panaché où vous pouvez justement, et comme ça on peut faire baisser les impôts pour les gens qui gagnent en dessous de 4 000 €. Non, mais si on le fait intelligemment, on augmente les hautes tranches. Mais là, c'est le concours Lépine, des bonnes idées. Chacun y va de son idée. Cette idée que je viens de défendre est bonne. Vous vous rendez compte qu'on a dans ce pays surfiscalisé le travail. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'objectif d'âge au départ, c'est de se dire le plus simple pour être efficace, qu'au-delà de l'idée de la progression, de la justice, les services, c'est de l'efficacité. Comment je vais essayer de passer moins de temps pour récupérer le maximum d'argent à l'endroit où je peux le récupérer. Donc malheureusement, effectivement, c'est là où il y a le travail. Et c'est terrible dans l'hypothèse ça c'est pas IA, mais c'est les deux combos aujourd'hui qui font la réussite potentielle dans les 10 ou 15 prochaines années, c'est que l'énergie soit la moins chère possible, ce qui se passe aux États-Unis, non seulement sur le fossile, mais sur l'électrique, mais ailleurs aussi dans le monde, et arrêter de fiscaliser le travail.
et aller chercher d'autres flux qui sont les plus importants, qui eux vivent dans un monde défiscalisé en permanence et qui ne rapportent rien. Et donc ça devrait être des combats de gauche plutôt que de partir à 150 tranches qui vont encore nécessiter encore plus de boulot au niveau des services fiscaux. Juste pour finir, mais en tout cas, je pense que ça c'est la justice réellement. Arrêter avec la fiscalité du travail parce que elle est contre-productive, elle nous tue, elle empêche l'emploi, c'est tout ça. Bon, et je vous dis l'énergie la moins chère possible. Maintenant, quand on en est au point, vous vous rendez compte, d'aller ânonner, parce qu'il s'agit de ça, une hypothèse de fiscalité, appelons-la comme ça, de la retraite. Parce qu'on est riche avec 2500 € de retraite par mois. Mais vous vous rendez compte le décalage que ça produit avec la vraie vie des gens. Quelqu'un qui a vécu... Alors on va pas l'attaquer elle personnellement, mais c'est quand même à un moment donné, il faut arrêter. C'est comme quand quelqu'un vient vous dire, sur ce plateau ou d'autres, il écrit un livre, il a vécu 40 ans dans la vie non publique, mais admis à haute fonction publique, les Français doivent travailler plus. Moi j'en ai assez, si vous voulez, de tous ces gens qui viennent donner des leçons directement, ou d'autres qui viennent vous dire, voilà comment ça va être fait, alors que 2500... Je veux même pas savoir combien c'était avant dans sa vie professionnelle, mais c'est pas juste et c'est pas audible de dire ça à des Français qui vivent une autre vie, une autre réalité. Mais c'est surtout politiquement on sait que les électeurs d'Emmanuel Macron sont plutôt du côté des retraités, donc c'est un retraité sur deux en moyenne vote. Oui. Mais c'est une erreur politique majeure. Les retraités, ils n'oublient pas ce genre de choses. Non, ils n'oublient pas, non. Non, donc en plus il y a les prochaines municipales, donc on retombe un peu sur ce sujet. Je pense qu'ils risquent de se faire laminer. Parce qu'avec une telle mesure, si on parle, qu'on soit pour ou contre, c'est pas la question. Mais si on pense en termes de coût politique, c'est très dangereux de faire ça. Bien sûr. Parce que eux, ils vont immédiatement sanctionner. Donc je comprends même pas la logique derrière. Si on a juste un fonctionnement de parti politique, c'est-à-dire de gagner la prochaine élection, c'est illogique. Et rappelons comment ça a été présenté dans cette matinale. C'est-à-dire, ça a commencé pour dire, écoutez, il n'y a pas que les actifs qui doivent être taxés. Oui, c'est ça. Attendez, on va pas non plus diviser les retraités et les actifs. À ce que je sache, les retraités, ils ont été des actifs pendant des années et des années. Ils ont cotisé d'ailleurs. Bon, alors, donc si vous voulez, là-dessus, il y a un point quand même qui est la cotisation sociale. Mais par ailleurs, ils sont fiscalisés, c'est bien protégé dans cette histoire. Non, mais il y a des abus de langage. Par exemple, hier, je regardais du coup BFM, et il y avait une retraitée qui parlait. J'ai cotisé toute ma vie. Mais c'est marrant la manière dont les Français parlent de la retraite. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Comme d'une capitalisation. Puisque moi, j'ai travaillé toute ma vie, ça serait mon capital à moi. Mais ils n'ont pas forcément compris que quand on cotise pour les aînés, pour ceux qui vont être à la retraite. Et là, par contre, il y a un vrai débat là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de populisme qui est fait par les partis politiques. Et sur ce sujet, c'est pas de la capitalisation. La manière dont les gens en parlent, et ça, c'est un vrai sujet de fond pour le coup. C'est une caisse de solidarité. C'est-à-dire qu'on cotise. Oui, mais la manière dont il est présenté. Non, mais justement, il faut le rappeler, on en profite qu'on a un micro, que en fait, c'est une caisse de solidarité. C'est-à-dire, on aide, et nous, actuellement, ceux qui travaillons, on paye la retraite de ceux qui sont à la retraite. Je ne suis pas en train de constituer ma retraite. Et c'est nos enfants et les enfants. Un petit peu quand même. En principe, c'est une caisse. Si vous ne cotisez pas, vous n'avez pas de retraite non plus. Donc, si vous n'avez pas travaillé, ou si vous trouvez une activité différente, l'esprit de la caisse de retraite, c'est une caisse de solidarité. Et moi, j'y tiens, et il faut le répéter, parce que justement, le problème qu'il y a dans cette histoire, c'est qu'on commence à avoir une société qui s'individualise plus que ça, elle ne fait pas que commencer. Elle est clairement individualiste, et le fait qu'on a encore, par nos aïeux, par nos prédécesseurs, des mécanismes à la sortie de la guerre, qui ont décidé de dire non, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être solidaire et on va le faire. Et d'ailleurs, moi je pose la question, c'est que à la sortie de la guerre, c'était les travailleurs qui géraient les caisses de retraite. Et ça a été une erreur de donner ça à l'État. Il faut que ça redevienne aux travailleurs. Deux choses. Indépendant rime pas avec égoïste. Indépendant ou individualiste veut dire que vous aimez faire les choses par vous-même, mais vous pouvez faire les choses pour les autres. Ça ne veut pas dire égoïsme. Donc, pour la notion d'individualisme, c'est pas un terme que j'utiliserais. Là, pour le coup, je suis pas forcément d'accord. Vous voulez dire auto-centré, c'est-à-dire s'intéressant à lui-même. Non, mais vous avez fait de me reprendre. On est égoïste. Il y a des systèmes, il y a des politiques égoïstes. Et dernier point, c'est que se pose aussi la question de la démographie. Je l'avais dit dans la dernière émission. On avait 10-12 millions de retraités aux années 2000. Aujourd'hui, on a 17-18 millions. La question de la démographie se pose, et donc il y a aussi une manière de parler des retraites qui devra se poser à terme. Donc l'immigration en ce moment, pour moi, ce sont des sujets
de fond, d'avenir. Mais il faut qu'on ait un débat sans position dogmatique. Il faut vraiment avancer sur le fond. On aura un conclave, ça va être bien. Un conclave, c'est normalement très apaisé. Il y aura très tranquille. Vous n'êtes pas très loin. Avec le droit de veto du MEDEF. Sophie Primas, qui est la porte-parole du gouvernement, qui donc fait le compte-rendu du Conseil des ministres, dit il faut de la concertation. Donc on en est encore à la concertation pour trouver du pognon. Super. Et elle dit 7 heures non rémunérées, ce n'est pas la position du gouvernement à l'heure actuelle. Alors pourquoi le ministre de ses anciens collègues LR du coup, c'était pas travaillé. Oui. Alors Christine Bouillot qui me dit l'idée n'est pas de faire supporter le poids, c'est de ne pas faire supporter le poids du grand âge sur les actifs et les entreprises. Pourquoi demander une journée de solidarité à un smicard et pas à un retraité aisé? Selon France Stratégie, une majorité des retraités et propriétaires de son logement et le coût le reste à dépenser est plus important que chez les actifs. Oui, moi j'ai plus envie de dire c'est une question de principe, une question morale. C'est des gens qui ont cotisé toute leur vie, qui ont déjà payé des impôts, qui ont prévu peut-être de s'engager, qui aident leurs enfants d'ailleurs, qui aident leurs enfants. C'est là-dessus que ça me sonne. Pas que des balançons. Moi je vous trouverai. Alors on parlait, ça fait le raccord avec ce qu'on disait sur X. On rentre des sujets comme ça, pas pour des balançons, on les fait rentrer dans le débat public. Ils étaient impensables, ils rentrent et à un moment donné, vous allez voir qu'ils deviendront un vrai sujet de débat. Un vrai sujet de débat, voire de régulation. Absolument. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.